Parfait. Donc, c'est pas mal ça pour mon introduction. On va y aller tout de suite avec notre première présentatrice, en fait. Je vais présenter rapidement May Farage. Elle est professeure de nutrition à l'UDM et directrice d'un labo de recherche clinique sur les maladies cardio-métaboliques. Yes, sir. OK. Et sa présentation ce soir va démystifier les faits et les fictions de l'obésité. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet vraiment, un gros sujet dans quelques minutes. C'est vraiment sur l'obésité. Peut-être vous vous demandez c'est quoi cette structure qui est sur la diapo. C'est vraiment le tissu adipeux. C'est où on stocke l'excès de calories, d'énergie qu'on consomme normalement chaque journée. Et c'est vraiment chaque cellule, c'est comme une goutte de lipides. On dit on prend le poids parce que la taille de ces cellules augmente en taille, on stocke beaucoup de gras et on dit on prend le poids et on perd le poids parce que la taille va être réduite. Parce qu'on utilise ce gras, par exemple, pour l'exercice. Et c'est l'accumulation de ce tissu adipeux partout, mais surtout sur le peau, qu'on dit c'est l'obésité. Mais l'obésité, c'est vraiment plus que ça. L'obésité, selon la définition récente de ligne directrice de Obésité Canada, c'est une maladie chronique. Ça veut dire une maladie comme le diabète, comme la maladie cardiovasculaire, qui dure à longtemps et qui nécessite de traitement. Ça peut être un traitement de changement de mode de vie, comme la diète, l'exercice, mais peut-être on a aussi besoin de traitements psychologiques, de médicaments et même de chirurgie. Alors, c'est vraiment variable selon les gens. Et c'est quoi maintenant les causes de l'obésité? On dit que oui, on mange beaucoup plus que la dépense énergétique et on va prendre le poids. Et ça reste vrai, mais quelles sont les causes pour celles-là se produisent? Et c'est ça vraiment les questions. C'est pas parce que quelqu'un manque la volonté ou parce que quelqu'un est paresseux qu'il va augmenter le poids. Et malheureusement, ça fait partie de la stigmatisation qui est là partout contre l'obésité et c'est vraiment grave pour un sujet qui souffre de l'obésité. Mais c'est vraiment, les causes sont variables et très complexes et c'est l'interaction de tous ces facteurs qui vont augmenter ou même augmenter l'apport énergétique par la dépense énergétique. Alors, on peut commencer par exemple par la disposition génétique. On a tout variable, le genre féminin, masculin, les enfants qui ont les parents qui ont l'obésité probablement vont développer aussi l'obésité. Et c'est pas juste à cause de variations génétiques, mais à cause d'un milieu qui peut être obésogène, qui va favoriser, qui va vraiment avoir un milieu peut-être qui est un mode de vie malsain, qui va affecter les enfants pendant toute leur vie. Le vieillissement, c'est un autre facteur, bien sûr. Avec le vieillissement, on va avoir une réduction de l'activité physique, réduction de masse musculaire, réduction de métabolisme. Alors, c'est plus facile à augmenter le poids. Le médicament et les maladies, il y a plusieurs qui vont affecter la dépense énergétique et apport énergétique. Bien sûr, il y a la mobilité réduite. Il y a un mauvais comportement d'alimentation. Ça veut dire quoi? Manger trop, manger trop de gras, manger trop de sucre, sauter le repas, suivre une diète qui est vraiment sévère, qui va réduire la masse musculaire. Tous ces facteurs, tous ces comportements vont favoriser la prise de poids et la reprise de poids après la perte de poids. Il y a aussi la sédentarité. Il y a de travail. On a toujours devant l'écran, les étudiants, ils savent exactement c'est quoi. Mais Covid est arrivé et on a on a été touché par ce type de travail. Pendant une année, l'activité physique a été réduite, bien sûr. Il y a l'accès pour une alimentation saine, le statut socio-économique, ou peut-être un accès à une restauration rapide qui est normalement moins cher.
Alors, tous ces facteurs, c'est vraiment, vraiment important. Et le plus gros, c'est vraiment le facteur psychologique. Le stress, l'anxiété, la dépression, le trouble d'humeur, tous ces facteurs peuvent vraiment bouger quelqu'un à changer l'habitude de vie. Il y a des gens qui mangent plus et il y a des gens qui mangent moins. Alors, les gens sont vraiment différents. Personne n'a le contrôle total sur tous ces facteurs. Alors, personne n'a le contrôle total sur le poids. Et oui, on peut changer. Il y a des facteurs qui sont modifiables, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à modifier. Et il y a plusieurs de psychologues qui vont vous dire que le changement de mode de vie, c'est aussi difficile comme l'apprentissage de langue. Et croyez-moi, c'est vraiment difficile. Ça prend du temps, ça prend d'efforts. C'est pas quelque chose que peut arriver comme ça. Alors maintenant, c'est quoi les conséquences de l'obésité? Vous avez entendu que l'obésité est vraiment associée avec les maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies de foie et tout ça. Mais est-ce que vraiment tous les sujets obèses qui vont développer ce type de maladie? Que pensez-vous? Non. OK? Alors, c'est vraiment une fiction parce que l'obésité et les maladies qui viennent avec, c'est pas une maladie à cause d'une accumulation excessive de tissu adipeux, c'est une accumulation excessive de tissu adipeux malade. Comme un cœur, qu'on peut avoir une maladie du cœur, on va avoir la maladie cardiovasculaire, on peut avoir un tissu adipeux qui est malade, qui va nous donner les maladies associées avec l'obésité. La bonne nouvelle est que le tissu adipeux est renouvelable. Alors, chaque 10 années, on va avoir un nouveau tissu adipeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la santé du tissu adipeux ou peut-être pour traiter le tissu adipeux pour essayer de prévenir de ces maladies? On est ce qu'on mange. Malheureusement, il y a beaucoup d'images comme telles, excusez-moi, comme telles sur le Internet qui, normalement, c'est comme tous les sujets obèses ne mangent que des aliments qui sont malsains. Mangent beaucoup de ceci, beaucoup de pizza, de Pepsi et tout ça. Ça peut arriver. Il y a des gens comme ça. Et si ça arrive, ça va induire une dysfonction des tissus adipeux et l'augmentation du risque de maladie. Alors, ça peut arriver. Mais aussi, on peut vraiment augmenter le poids parce qu'on mange une diète qui est saine. On juste mange beaucoup de noix, beaucoup d'huile de végétale, beaucoup de céréales, beaucoup de graines. Ça peut arriver, c'est juste une augmentation de calories qui va augmenter le poids. Alors, est-ce qu'on peut toujours associer le poids avec la santé? Absolument pas. Okay? Parce que si ça arrive et le poids est augmenté à cause d'une diète saine, on va avoir une augmentation de poids, mais le tissu adipeux reste fonctionnel et on peut prévenir la maladie avec ça. L'exercice de type aérobique ou même la résistance de type de résistance, c'est très, très, très important, même sans la perte de poids, parce que ça peut réduire ou même annuler complètement l'effet d'obésité. Et c'est pas juste un niveau de santé qui est physique et les maladies, mais aussi santé mentale. Il peut améliorer le trouble d'humeur, l'image corporelle. Alors, il y a beaucoup d'effets positifs de l'exercice qui n'est pas vraiment lié au poids. La chose qui est importante ici est que vraiment, on doit dissocier les chiffres qui est sur la balance de la santé physique et mentale de tous les sujets. Et c'est très important et c'est le message qu'on essaie de voir tout le temps. Alors, imaginez-vous si maintenant on met tous ces changements ensemble. Est-ce qu'on peut avoir un effet de diète, de l'exercice et perte de poids pour prévenir le diabète, par exemple? Et la réponse est absolument oui. On peut absolument produire l'incidence ou le développement de maladies comme le diabète, qui est une maladie vraiment gros pour les gens obèses, avec ce type de mode de vie. Et c'est ça que cette étude a fait. Ils ont pris des gens avec trop risque de diabète. Ils l'ont mis sur 3 interventions. La première, c'était juste 1 heure pendant l'année pour dire, OK, allez faire l'exercice et la diète, et c'est tout. On appelle ça comme un placebo. Oui.
Le deuxième, c'est un médicament de diabète. Et le troisième, c'était une intervention intensive avec la diète et l'exercice. Et comme vous voyez, il y a moins de cas d'obésité pendant les 4 ans. Même après 4 ans, c'était presque la moitié de nouveaux cas de diabète. Alors oui, c'est sûr, on peut prévenir la maladie, mais ça requiert de intervention à long terme et aussi l'aide de professionnels parce que ça prend de temps, ça prend d'efforts. Alors, comment y arriver avec la diète? Il y a plusieurs diètes qui sont là. Vous avez entendu de diète méditerranéenne, de diète végétarienne, végétale, de régime d'âge. Et tout ce type de diète, c'est vraiment une augmentation de fruits et légumes et de céréales et de noix et tout ça. Mais il y a une petite variation. Il y a par exemple le diète ici, le végétal, il n'y a pas du tout de source animale. La diète qui est d'âge, pas de vraiment choses salées pour essayer de réduire l'hypertension. Mais aussi, il y a le diète ici qui est faible en glucides, qui est exactement à l'inverse. Alors, on ne mange pas beaucoup de glucides et on augmente beaucoup la viande et les protéines de source animale et source végétale. Et c'est très bien, mais maintenant les questions, selon vous, quel est le régime qui est le meilleur, par exemple, juste pour la perte de poids? Que pensez-vous? Méditerranéen? Oui. Et d'autres questions, d'autres réponses? Efficace pour réduire le poids. Absolument, absolument, c'est ça la réponse. Il n'y a pas vraiment un régime un seul régime qui est vraiment recommandé à suivre. Le meilleur régime, la meilleure diète, c'est une diète qui est personnelle, flexible, qui va nous donner beaucoup de nutriments pour garder la santé de notre corps et prévenir la maladie et qui peut être suivie à long terme. Alors c'est ça vraiment le message qui est très important. La dernière chose, c'est aussi que ce qu'on fait au labo, même sans la perte de poids, on essaie à voir c'est quoi le facteur de risque qui peut induire la maladie de tissé adipeux et augmenter le risque de maladie de diabète, mais aussi est-ce qu'on peut réduire ça avec l'oméga 3. Alors, si jamais vous voudrez être inclus dans cette étude, je vous invite à nous contacter avec courriel ou peut-être de téléphone pour avoir plus d'informations, pour évaluer si vous pouvez être inclus. Merci pour votre temps et je suis prête à répondre à vos questions. Un énorme merci. Est-ce qu'on m'entend? Coucou. Ah, oui. Cool. OK. Je suis chaud. Un énorme merci pour la première présentation. Ça a brisé la glace. Donc, j'inviterai les gens du public, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro ici, en fait, pour les poser directement à notre première présentatrice. S'il n'y a personne, ben, je vais y aller. Vous pouvez venir dans la file en arrière de moi. Il n'y a pas de problème. En fait, je voulais demander rapidement, vous avez présenté comme plusieurs causes, right? Est-ce qu'il y en a une qui serait vraiment plus courante, plus commune, plus... non, pas du tout. Pas vraiment. Est-ce que ça marche? Ça oui. Pas vraiment, parce qu'on a tout différent. Et pendant, par exemple, le COVID, qui a entendu avoir quelque chose comme ça? Maintenant, on a tout devant l'écran, des choses arrivent. Mais même on dit que les gènes sont importants, mais tous les gènes n'expliquent que moins de 2% de variation de poids. Alors, c'est vraiment l'environnement, l'effet de l'environnement et le mode de vie et tout ça qui va affecter beaucoup et c'est variable. Moi, j'avais une question quand vous avez montré comme le graphique où il y avait comme le médicament contre le mode de vie. Puis, est-ce qu'ils ont essayé de faire le médicament et le mode de vie, puis voir si ça a un effet encore plus important que l'un ou l'autre? Peut-être, ça peut arriver. Ouais. Avec les, c'est pas peut-être publié à ce moment. L'étude, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, avec cette étude, ça a dû rester pendant 5 ans. Mais les gens avouent qu'on peut réduire le diabète et on arrête comme ça parce que c'est pas vraiment éthique de continuer à faire une placebo et sans la rédaction. Les deux ensemble, ça peut arriver, mais pas jusqu'à le moment. Merci. Peut-être que j'extrapole un petit peu par rapport à votre sujet, mais je désire savoir si vous êtes au courant si les médecins de nos jours
peuvent fournir une prescription d'activité physique ou un abonnement à un gym ou faire un suivi psychologique avec la personne, bref, lui donner autre chose que justement des pilules pour l'aider à réduire. À aider, à réduire. Exactement. Absolument, tu as raison, mais je pense pas que le médecin veut faire quelque chose comme ça. Mais aussi, ça requiert une équipe multidisciplinaire. C'est pas juste un médecin. On a besoin d'un kinésiologue, d'une diététiste, d'un médecin, même de traitement de psychologique. Personne ne peut faire le job de l'autre professionnel. Alors, si on a une équipe comme ça, peut-être on peut aider les gens. On peut pas juste laisser les gens à les voir comme ça. C'est très, très difficile, mais j'espère un jour. Un jour. Merci. Et Oui. j'avais une question, moi. Est-ce que vos études, elles ont porté sur différents types de populations à travers le monde ou est-ce que c'est spécifique à la population nord-américaine? Celle-là, c'était une population nord-américaine. Mais pour la diète que je montrais avec la rédaction de pourcentage de diabète, oui, c'était nord-américain. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller chercher des informations sur des diètes dans d'autres pays? Je pense à la diète, comme l'alimentation chez les Japonais qui est très particulière. Pas exactement, mais normalement, quand on fait une revue de littérature, comme le Obésité Canada en fait, ils font tout le revue de littérature partout. Et oui, ça peut être spécifié pour l'Américain du Nord à cause de changements de diète, de mode de vie et tout ça, mais quand il fait une ligne directrice, c'est normalement l'ensemble de l'étude par tout le monde pour avoir une génération pour le monde. Mais c'est pas nécessairement juste pour l'étude de Amérique du Nord. Merci. De rien.